Professeur Didier Raoult, où en est-on de l'épidémie de SARS-CoV-2? On est là sur une pente descendante, qu'on voit ici. Ça s'arrête pas brutalement, comme ça s'est arrêté la première fois en 2020, après la première épidémie qui était vraiment typique d'une épidémie en courbe. Après, ce virus s'est répandu un peu partout dans le monde, un peu chez les animaux, beaucoup chez les humains, et donc ça a amené à une succession de variants que l'on voit ici. Qui sont, alors ça c'est le premier chinois, et puis ensuite les différents variants. Et donc on en est là, on ne sait pas ce qui va se passer après. Voilà, c'est comme ça, c'est la diffusion dans le monde entier de ce virus fait qu'il peut rebondir dans un endroit ou dans un autre. Alors ce qui se passe, c'est que du coup, ces variants, il se passe quand même que ces variants n'ont pas tous la même sévérité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc on voit que le variant indien, là on a beaucoup de données, donc ce qui permet d'analyser les choses. Donc le premier acte avec les dérivés du premier variant chinois de cet épisode-là ont une mortalité, il y avait une mortalité de 2,6%. Nous on arrive à mesurer à peu près la mortalité de cette maladie parce qu'on a toujours testé tout le monde. Parce que les gens qui testaient au départ que les formes graves, que les gens qui étaient hospitalisés, bien sûr, n'ont pas ces données-là. Donc nous, on a des données qui sont comparables d'un épisode à l'autre parce qu'on a toujours testé tout le monde. Et donc vous voyez que là, ensuite, on voit le Marseille 2 et le Marseille 4. Le Marseille 4 a été le pire de tous, avec 3,6% de mortalité. Et puis ensuite, l'anglais avait une mortalité qui était plus faible, qui était de l'ordre de 2%. Et puis maintenant, pour l'Indien, on a une mortalité de 1%. Donc on voit quand même que la mortalité, et ça, si on regarde d'un endroit à l'autre dans le monde, on voit que c'est à peu près ce qui se passe. Voilà, le variant indien a une mortalité qui est plutôt plus faible, significativement plus faible, que les autres variants qui l'ont précédé. On a vraiment l'impression que donc on a petit à petit une diminution de la gravité de la maladie au fur et à mesure que le temps passe, ce qui est très fréquemment ce qui se passe dans le cadre des maladies épidémiques, c'est qu'elles deviennent moins graves au fur et à mesure. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de mort. Vous voyez ici, c'est à Marseille. Vous voyez les gens qui sont domiciliés à Marseille, parce que faut pas confondre les gens qui passent et les gens qui sont domiciliés à Marseille. Vous voyez la mortalité. Et si on compare cette mortalité à la mortalité observée dans les autres pics, eh bien, on voit que la forme est moins grave, il y a moins de gens en réanimation par rapport au nombre de cas diagnostiqués, et deuxièmement, il y a moins de morts. Il y a peut-être la moitié des morts qu'il y avait dans la première partie des épidémies. Voilà. Est-ce que ça est lié au vaccin? C'est difficile à savoir. On a l'impression qu'il y a entre 30 et 35% actuellement des gens qu'on voit qui sont vaccinés pour une population qui doit avoir un taux de vaccination qui doit se situer entre 70 et 75%, ce qui veut dire qu'il y a peut-être 60% de protection vis-à-vis dans la situation actuelle chez les gens qui sont vaccinés. Et il y a, comme on l'a vu là, moins de morts, y compris cette maladie est moins mortelle que celle d'avant, mais quand les gens sont vaccinés, c'est les mêmes qui meurent, qu'ils soient vaccinés ou pas vaccinés, c'est les mêmes. C'est les sujets âgés, c'est les sujets obèses, c'est les sujets qui ont un cancer. Mais ils meurent moins, bien sûr, s'ils ont été vaccinés que s'ils n'ont pas été vaccinés. Voilà. Donc il y a une différence qui est incontestable. Mais c'est pas une arme universelle. Deux, on ne sait pas comment ça marchera vis-à-vis des prochains variants. Et donc, il faudra avancer au fur et à mesure en observant les choses qui se déroulent. Et en les observant, il faut se calmer aussi. Je regardais la bibliographie, ça m'amusait de regarder la bibliographie Covid Israël, et je voyais une déclaration de l'AFP en avril en disant que c'était des fake news de dire qu'il y avait une épidémie qui repartait en Israël. Donc, il faut faire attention de ne pas réagir trop vite, d'autant que ça laisse des traces sur Internet et qu'on voit bien où étaient les fake news. Fake news, c'était l'AFP en pratique. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas se précipiter comme ça pour conclure, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il faut observer. Puis il y a des choses qui vont
Moi, il n'y a pas de sens qui m'intéresse plus que les autres. Je me fiche du résultat. Ce qui m'intéresse, c'est d'observer les choses et de voir ce qui marche pas. Donc, il ne faut pas être passionné comme ça par les résultats en étant sûr de son fait, parce que la médecine, et en particulier les maladies infectieuses, que je connais très très bien, ne fonctionnent pas comme ça. Elles ne sont pas politiques, elles sont ce qu'elles sont. Voilà. Et après, on ne sait pas, compte tenu de cette difficulté, on voit bien, il y a un tâtonnement dans les stratégies vaccinales, il y a des tâtonnements dans le pass sanitaire. Là, vous avez une carte d'Europe avec le pass sanitaire. Vous voyez, le rouge, c'est ceux qui ont un pass sanitaire obligatoire. Le bleu, c'est ceux qui n'ont pas de pass sanitaire. Le bleu clair, c'est ceux qui ont un pass sanitaire qui est laissé à la discrétion des gens qui l'utilisent, le domaine dans lequel ils veulent l'utiliser. Donc, il n'y a pas, c'est pas quelque chose qui fait l'unanimité, cette stratégie. C'est un des moyens de lutte, et puis le temps triera, et puis il dira ce qui marche et ce qui marche pas. Voilà. Donc, c'est difficile, c'est un tâtonnement complexe qui doit s'adapter au fur et à mesure à la situation telle qu'elle est, et qui continuera à être un problème difficile. Et quand les problèmes sont difficiles comme ça, ils se prêtent peu à des discussions tonitruantes ou à des déclarations de c'est ça ou c'est pas ça. Tout ça, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Donc il faut un peu de calme. Il faut arrêter d'avoir des passions pour tout. Et là, il faut essayer d'avoir un peu de calme et d'envisager les choses au fur et à mesure que les informations arrivent de la manière la plus sereine et la plus positive, de manière à être efficace et arrêter d'affoler tout le monde. Quel bilan tirez-vous de l'action de l'IHU durant cette épidémie ? Écoutez, en général, pour l'IHU, moi je suis, comme chacun sait, moi j'avais décidé déjà depuis un moment que je voulais plus le diriger personnellement, parce que ça a été énormément d'efforts et un harcèlement permanent dont je vous expliquerai rapidement le fond. Mais donc on est en train de mettre en place avec mon conseil scientifique, qui sont des gens exceptionnels. Donc on a le meilleur conseil scientifique qu'on puisse imaginer, avec, je vous dirai pourquoi sur les domaines, avec Patrick Forter, qui est vraiment un des plus grands analystes de l'évolution, même un des plus grands analystes de l'évolution virale, qui a d'ailleurs recruté un jeune chercheur, un jeune scientifique virologue qui s'appelle Krupovic, qui fait partie des gens hautement cités, dont je vais reparler, qui est maintenant à Pasteur. Il y a Valeron, qui est celui qui a formé une grande partie des gens qui font maintenant de l'informatique médicale, et qui a un esprit extrêmement original. Il y a bien sûr Jean-Laurent Casanova. Il y a la présidente de notre conseil scientifique, qui est Laurence Zilvogel, qui est elle aussi quelqu'un qui est très hautement cité. Il y a des Africains, bien sûr. Il y a Mboup, qui est le co-découvreur de HIV2. Il y a Muyumbe, qui est le co-découvreur de Ebola. Et puis il y a Ippolito, qui a fait l'équivalent de l'IHU en Italie, à Rome. Autant dire que le niveau de ça est tout à fait extraordinaire. Donc le niveau de ce conseil scientifique est extraordinaire. C'est toujours un grand moment de passer. La plupart de ces interventions seront online, et vous pourrez en profiter, parce que nous avons invité par ailleurs Ioannidis, qui est probablement l'homme le plus cité sur l'analyse des travaux en informatique médicale. Il y a un des plus grands spécialistes au monde de la corruption médicale qui en a demandé son avis aussi. Et puis on a invité la star coréenne des maladies infectieuses à nous donner une conférence aussi. Donc le niveau de ces conférences est un niveau que personnellement je n'ai jamais vu dans un congrès scientifique quel qu'il soit. Donc on baigne le jour de ce conseil scientifique dans un niveau, et avec des gens qui ont des qualités extraordinaires. Ce qui évite, c'est d'avoir des gens jaloux. Si vous voulez, il faut prendre des gens très très bons pour pas avoir de jaloux dans votre environnement. Et puis nous, les leaders de l'IHU, on présentera aussi chacun nos travaux. Moi, je ne parlerai pas d'ailleurs du Covid, je parlerai de l'origine de la résistance aux antibiotiques, quelque chose qui est le travail sur lequel je travaille depuis 4-5 ans, sur lequel on a des résultats extraordinaires. Mais globalement, si on regarde dans l'IHU, bien sûr,
il y a toujours les grands nombres que je présente régulièrement. Avec maintenant, on est à 840 000 personnes, 840 000 tests réalisés, 540 000 personnes testées, près de 60 000 positifs. Les gens ont été, ces gens ont été suivis en hôpital de jour pour 26 000. C'est beaucoup. Mathieu Millon et Arlette Tissot-Dupont qui ont fait ça. 3 900 ont été hospitalisés à l'IHU. Ça, c'est beaucoup. Philippe Brocchi, Jean-Christophe Lagier et Philippe Parola qui sont occupés d'eux, plus tous les jeunes qui ont fait des efforts extraordinaires. Et tout ça a été possible parce qu'on a eu beaucoup de volontaires qui sont venus travailler, venus nous aider, venus rendre ça possible. On a fait des ECG pour vérifier que c'était une fantaisie, la toxicité de l'hydroxychloroquine. Là-dedans, il y a en tout peut-être 25 000 personnes qui ont été traitées par l'hydroxychloroquine et personne n'a fait d'accident cardiaque. Zéro. C'est un fantasme. C'est fou. C'est la preuve que d'ailleurs on peut... La vraie fake news que moi j'ai vue, sont celles sur l'hydroxychloroquine et les accidents cardiaques. Et c'est la preuve qu'on peut publier un truc entièrement faux. On peut le rétracter 15 jours après. Il n'empêche que, à partir de ce moment-là, tout le monde dit l'hydroxychloroquine est un produit toxique pour le cœur. Je viens de sortir un livre que je vous conseille de lire. Ce sur quoi est basé quelque chose qui est délirant. Il y a eu 2 grands essais qui sont faits par des gens qui ne connaissent pas ce médicament. Donc il y en a un qui donne des doses toxiques, heureusement. Même avec des doses toxiques, ils n'ont pas réussi. Ça, c'est en Angleterre, ils ont donné 3 fois la dose maximale. Et avec ça, ils n'ont pas réussi à avoir d'accident cardiaque. C'est quand même un tour de force, heureusement. Ouais. En France, ils ont eu sous-dosé. Et donc, basé sur ces 2 grandes études, les gens ont des opinions sur l'hydroxychloroquine plutôt que le prendre comme un médicament normal qui, dans l'énorme étude qu'on a faite avec Mathieu Millon, on montre sur 10 000 personnes que on évite 75% des morts chez les gens qui viennent en ambulatoire et chez les gens hospitalisés. On évite 50% des morts. C'est pas 100%, mais bien sûr, ça joue un rôle associé avec l'azithromycine. Mais ce phénomène, j'ai écrit ce livre d'ailleurs pour que ça laisse une trace dans l'histoire de comment on peut monter un truc pareil, qui est de faire croire, avec une étude qui est fausse, des fantasmes alimentés par je ne sais qui, suivi d'un harcèlement absolument inouï, comment on peut faire croire qu'un médicament utilisé depuis 70 ans, qui a été prescrit des milliards de fois, comment on peut d'un coup faire dire que ce truc donne des arrêts cardiaques? Comment c'est possible? C'est quelque chose qui laisse... Encore une fois, moi je pense qu'il faudra beaucoup de temps. L'histoire peut-être résoudra ce problème-là et nous permettra de connaître. En tout cas, on a fait beaucoup ici aussi de culture de virus, probablement plus de culture de virus que n'importe qui au monde, et on a fait beaucoup de génotypage. Maintenant, on en est à 34 000 génotypages de souches. Et puis, on a vacciné, bien sûr, on a fait 13 500 vaccins ici, qui ont été réalisés aussi grâce aussi à l'aide des gens qui étaient là. Là, ce qu'il y a de nouveau, dans les éléments qui arrivent, c'est premièrement, effectivement, et que par des sources indépendantes de nous, le journal Le Point a fait un travail sur les décès au cours des centres qui ont reçu le plus de Covid, et on voit que Marseille est en 2e position derrière la clinique de l'Estrée à Stein, enfin, mais il risquait d'y avoir un biais compte tenu du fait qu'il y avait des gens dans les hôpitaux de jour, en hôpital de jour, donc on a enlevé les gens qui étaient en hôpital de jour pour comparer ce qui se passait chez des patients qui avaient le même type de recrutement que les autres. Mais là, c'est pareil. Marseille, l'assistance publique de Marseille, on n'a pas soigné tous les patients de l'assistance publique de Marseille, mais une partie qui n'est pas négligeable, peut-être un tiers. Et la mortalité, du coup, est plus basse que partout ailleurs, sauf dans la clinique de l'Estrée à Stein. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de consultations privées ou pas, je n'arrive pas à savoir. Parce que le nombre de réanimations dans cet échantillon est très faible. Il y a 194 personnes en réanimation, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas gardé les sujets graves, ce qui n'est pas le cas à Marseille, puisqu'il y en a eu 1793. Donc c'est bien, il y a un bon résultat marseillais dans lequel on a participé, c'est clair. Deuxièmement, on a regardé quel était le top 20 des auteurs qui ont le plus publié sur le Covid-19 depuis le début du Covid-19. Et là, vous avez les 20 premiers, et dans les 20 premiers, vous retrouverez qu'il y a 7 personnes de l'IHU,
dont 4 sur 5 des premiers, le deuxième étant un peu à Paris, un peu en Belgique. Et puis notre ami Jean-Laurent Casanova, qui est à la fois à New York et Paris, et qui fait partie du conseil scientifique. Donc vous voyez que le poids scientifique dans cette crise de l'IHU a été absolument considérable. Aussi bien dans la prise en charge que dans la qualité de la prise en charge, que dans les publications scientifiques. Par ailleurs, si on regarde d'une autre manière et plus distante, c'est-à-dire sur les publications de 10 ans, c'est-à-dire de 2010 à 2020, régulièrement, les gens qui font ça, qui font l'évaluation des auteurs les plus cités, généralement la liste se termine avec 6000 personnes, mais pour l'instant a été disponible la liste qui correspond à l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il montre une chose, c'est que la situation en France ne s'améliore pas. De la même manière qu'on note qu'en France, il y a une baisse de la production scientifique tout court, il y a une baisse très significative du nombre des gens qui sont hautement cités depuis ces dernières années. Et donc, la France est maintenant théoriquement 4e derrière la Hollande, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, mais en pratique, si on ramène ça à la population analysée en Europe, la France est à la 14e place, ce qui témoigne. Et ceci ne contient ni l'Océanie, ni l'Extrême-Orient, ni l'Amérique. Il y aura le tout, on verra, mais j'ai bien peur qu'on soit au-delà de la 25e place. Donc c'est une situation qui se dégrade. On était à 161, et on est maintenant à 150, et encore dans les 150, il y en a plusieurs, dont moi, qui sont dans plusieurs catégories, ce qui fait que ça ramène à 146. Et donc c'est assez inquiétant. Mais, en revanche, il y a, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles on déclenche des réactions d'une telle violence, sur les 146, il y en a 9 qui sont dans les HU, en France. Donc il n'y a pas, bien entendu, un endroit en France qui soit comparable, qui ait une densité aussi importante, peut-être pas dans le monde. Donc 9, compte tenu de ce que nous sommes ici, c'est absolument énorme. C'est considérable. Et donc, vous voyez, malgré tout, les critiques, les ennuis, les tentatives de nous blacklister sur des journaux scientifiques qui ont été faits par une bande de petits comploteurs. Là, c'est pas du complotisme, c'est des vrais complots qui sont révélés. D'ailleurs, le président de l'université m'a accordé la protection fonctionnelle, donc c'est lui qui paiera les avocats pour ça. Parce qu'il faudra bien arrêter ces gens. Voilà. Et y compris Madame Bic, parce que ça n'est pas des commentaires scientifiques de traiter quelqu'un de néocolonialiste ou d'ignorer soi-même quelles sont les règles d'utilisation des déchets biologiques. J'aurais préféré d'ailleurs que mes autorités de tutelle, au lieu de se manifester en disant qu'il ne fallait pas judiciariser les conflits scientifiques, se rendent compte qu'il ne s'agit pas de conflits scientifiques. Et de demander à cette dame, ce que j'espère que la justice fera, qui c'est qui l'a payé pour faire une chose pareille. Est-ce que c'est juste de l'amertume et de la jalousie, ou est-ce que quelqu'un l'a vraiment payé pour décrédibiliser les travaux que nous faisions? C'est une vraie question que j'espère que la justice tranchera. Et c'est à la justice maintenant de la trancher, de l'interroger, de poser des questions. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que de traiter sur 47 publications quelqu'un de néocolonialiste corresponde à un débat scientifique. Donc c'est pas vrai, c'est juste insultant. Voilà, surtout moi. Donc voilà, donc les gens qui font partie des 9 en question sont Xavier de Lamballerie, qui a pris un peu ses distances, mais qui est un très bon scientifique, Philippe Gautret, qui est praticien hospitalier, qui n'est pas universitaire, qui est un praticien hospitalier, qui a beaucoup travaillé énormément, Bernard Lascola, qui a beaucoup travaillé sur les virus géants, on a beaucoup travaillé ensemble là-dessus, Jean-Christophe Lager, qui est un clinicien, Didier Musso, qui est l'homme qui a découvert le rôle pathogène de Zika, qui est un de nos anciens collaborateurs qui était à Tahiti à ce moment-là, moi bien sûr, et puis Philippe Colson, qui fait une analyse en virologie considérable, Jean-Marc Rollin, qui s'occupe essentiellement de thérapeutique et d'antibiotiques, et Mathieu Millon, qui est un
cliniciens. Voilà. Donc ça c'est la liste des gens qui en France sont maintenant identifiés. Et si on regarde maintenant l'identification des sites dans lesquels ils se trouvent, eh bien la première institution sur ces données, hein, qui seront consolidées dans les semaines qui viennent, Paris-Saclay est la première avec 22, Aix-Marseille Université est devenue deuxième avec 14, dont 9 chez nous. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le poids relatif. Université de Paris, tout compris, c'est 11. Nous, on est 9. D'accord. Ensuite, Sorbonne Université, c'est 7. Grenoble, c'est 6. Le CNRS, c'est 5. L'INSERM, c'est 4. Parce qu'il y a une erreur. Mathieu Millon a été rattaché pour des raisons qui nous échappent à l'INSERM, alors que nos équipes se sont toutes fait virer de l'INSERM. Et donc, ça, c'est quelque chose. Voilà. Et quand vous voyez ça, vous comprenez bien que l'on puisse susciter une agressivité absolument considérable quand on dit, vous savez, chez nous, on a plus de highly cited, 2 fois plus de highly cited que de ceux qui est signé par l'INSERM. Il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Et ça a été fait pour ça, les UHU, ça a été fait pour compenser le fait que le dynamisme de la recherche française n'est pas suffisant avec ces grandes et vieilles institutions qui doivent s'associer absolument, mais à condition de s'associer d'une manière équitable et pas d'une manière autoritaire. Et là, il y a des manières dans ce pays d'autoritarisme des institutions nationales qui ne sont pas compatibles avec la créativité scientifique. Donc, il faut arrêter de nous donner des ordres quand on fait de la science. Il faut nous laisser faire de la science. Il faut nous féliciter quand on fait de la science. Il ne faut pas aller chercher ceux qui sont pas bons pour leur dire ils sont aussi bons que ceux qui sont bons, parce que c'est pas vrai. Et si vous n'avez pas de leader, vous n'aurez plus de chance. Donc c'est pas compliqué. Il y a des pays qui ont essayé ça avant nous. Ça marche pas du tout. Donc il faut respecter les leaders. Déjà, on les paye pas plus que les autres. Si en plus on ne les protège pas quand ils sont agressés de cette manière-là et qu'on laisse les instituts de recherche les traiter d'une manière indigne, eh bien il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que les choses s'écroulent. Donc j'ai cru comprendre que par des sources multiples que allait être annoncée la création de nouveaux IHU qui prendront modèle sur celui qui existe actuellement. Moi, ça m'est égal d'avoir essuyé les plâtres de première IHU de maladies infectieuses. On a eu un succès considérable, une production scientifique qui n'a pas cessé d'augmenter. Et donc, je pense que c'est un élément important et qu'effectivement, le pays, pour faire face aux situations critiques qui pourront continuer à venir, moi, je vous suggère de lire le que sais-je que j'avais écrit en 97 qui explique ce qui est en train de se passer, comme le conseil, le rapport au ministre qui expliquait comment allaient se passer les pandémies avec les mégapoles et les transports. Enfin, c'est des choses qui étaient parfaitement, suffisait de regarder pour voir ce qui se passait. Par ailleurs, donc moi je ne suis pas, j'ai jamais été hostile à l'immigration, je vais pas changer à mon âge, moi-même je suis une forme d'émigré puisque je suis au Sénégal, que ici, non seulement on reçoit un nombre d'étudiants absolument considérable, et donc là, vous voyez le nombre d'étudiants que l'on a reçus et les différents pays qui nous ont envoyé des étudiants et qui ont été formés ici en l'espace de 10 ans. Vous voyez qu'il y en a 728 qui viennent d'Afrique, il y en a 600 qui viennent d'Europe, 34 d'Amérique et 221 d'Asie. C'est les gens qui sont venus chez nous, qui sont formés. Bien sûr, la plupart sont repartis, ils sont partis avec du savoir, ils sont partis avec des bonnes relations avec nous. C'est bien passé. Et donc, eh bien, on continue à faire rayonner l'image de notre pays en formant les gens. Tout ça, c'est les gens qui sont venus se former en thèse, en master. Parfois, ils sont venus avec leurs microbes à identifier. Parfois, ils sont venus avec des prélèvements à identifier. Et donc, c'est pour ça que Mme Bic me traite de néocolonialiste. Oui, c'est raisonnable. Oui. Et donc, tout ça n'est pas sérieux. Et parmi tous ces gens que nous avons reçus, nous avons titularisé ici, aussi bien à l'hôpital qu'à l'université, que dans la fondation, des gens de 13 pays différents, en dehors de la France. Donc non seulement il y a des étudiants, mais il y en a qui restent, parce qu'on trouve que leurs qualités sont suffisamment importantes pour que ce soit
un bon raisonnement de les garder ici. Donc il y en a qu'on garde ici, vous avez 13 pays différents, ça fait beaucoup de gens. Et bien entendu, ils fertilisent l'endroit dans lequel ou non. Et puis Marseille est une ville comme ça, dans laquelle les gens viennent facilement, les gens arrivent à s'intégrer facilement. Et donc c'est le rôle que nous avons. Voilà. Donc je suis extraordinairement fier. Bien sûr, les gens posent toujours la question quand on bâtit quelque chose, parce que les gens pensent avec ce qu'ils sont, ils pensent qu'on fait les choses pour soi-même, et après soi le déluge. Bien moi, je vous le dis, voilà, dans les gens que nous avons formés, parmi les gens qui sont highly sighted, il y en a 2 qui sont probablement parmi les plus jeunes des highly sighted, qui ont 40 ans. Donc l'avenir, que les choses continuent. Il y a des gens de très très grande qualité ici. Certains sont plus dans la recherche clinique, d'autres plus dans la recherche fondamentale, d'autres... Eh bien, tout ça, ensemble, donne un niveau qui est absolument exceptionnel et qui va continuer parce que c'est pas 1 ou 2, ça n'est pas basé que sur une personne, c'est basé sur toute une équipe qui travaille ensemble, qui a des résultats ensemble et dans lequel le succès est partagé par les uns et les autres. Voilà. Et donc, il faut que ça continue. Si ça peut aider ce pays à montrer que tout n'est pas perdu parce qu'on est capable d'attirer les gens, on est capable de les former, on est capable de faire partie des meilleures équipes du monde. Et en maladie infectieuse, je ne pense pas qu'il y ait une densité comparable au monde à celle que nous avons ici. Donc il faut arrêter de nous insulter, il faut arrêter de mal nous traiter, il faut que l'État nous protège un peu, plutôt que de se faire insulter par le CNRS ou l'INSERM. C'est bien qu'il nous protège parce que si ce pays doit avoir un avenir, ça sera grâce à des gens comme nous qui font ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous soignons les gens, nous publions, nous travaillons en dépit du harcèlement dont nous avons été l'objet depuis ces dernières années. Merci beaucoup.